Il est 11h30 à ma montre. C'est parfait. C'est ça. Tu as la même heure? Bon. J'ai la même heure. Donc tu vas bien. Il n'y a pas de différence de fuseau horaire. Donc on va pouvoir démarrer. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire, donc ayant pour thème 2 axes pour garantir votre succès en 2018, digital et qualité en formation. Donc j'ai le plaisir, Jonathan Potier, d'animer ce webinaire avec Vincent Capoun. Nous allons faire les présentations après. D'abord, avant de commencer, parce qu'un webinaire, c'est un peu comme une formation, ça se suit, on va dire, ça se suit attentivement. Et donc, on a envie de vous partager quelques règles de fonctionnement. Donc déjà, éviter de passer un peu trop de temps sur votre smartphone en parallèle. Utilisez plutôt à bon escient, comme il est indiqué à droite, la zone de chat ou la zone directement de questions pour poser vos questions. Donc on les reprendra en fin de webinaire, on y répondra avec Vincent. Et les questions auxquelles nous n'aurons pas eu le temps d'apporter des réponses, on les reprendra également hors webinaire et on vous fera un récapitulatif, une espèce de foire aux questions dédiée. Donc vous n'avez pas la possibilité de prendre la parole, parce que vu le nombre de participants, ça serait vite chaotique, mais encore une fois, on vous incite vivement à réagir, à poser vos questions ou à réagir dans le chat, etc. Et Vincent et moi prendrons tour à tour la parole. Alors, d'abord, un petit peu de présentation pour connaître un peu mieux les deux intervenants, si vous ne nous connaissez pas encore. Donc, pour ma part, Jonathan Potier, je suis Digital Learning Consultant donc chez MySkillCamp. J'aurai l'occasion de dire un mot sur cette société après. Et ça fait quand même quelques années maintenant que je travaille dans le secteur de la formation professionnelle, notamment sur tout ce qui relève du management de la formation, et plus particulièrement sur le sujet de l'évaluation de la formation. J'ai eu l'occasion de publier un livre sur le sujet aux éditions Duno en 2013. Il a été réédité, une nouvelle édition, pardon, en 2017. Et donc, je m'intéresse, vous le verrez, assez vivement aux questions d'évaluation et d'efficacité, d'impact des formations. Vincent? Alors pour ma part, écoutez, je suis directeur des opérations à l'ICPF et PSI. On va également présenter les structures tout à l'heure succinctement. Et donc je suis dans une partie de mon activité moi-même consultant et formateur. Bien entendu, je suis moi-même certifié qualité. C'est important de le noter. Et comme Jonathan, avec un petit peu plus de jeunesse, je vais le dire comme ça. Je suis dans le secteur aussi depuis quelques années avec une expertise plutôt sur la partie des financements, puisque j'ai passé pas mal de temps du côté des financeurs de formation professionnelle et aujourd'hui sur le volet de la qualité. Et tu fais bien de le préciser, j'ai omis de le mentionner, mais je suis moi-même certifié ICPF et PSI donc, depuis ce début d'année, donc avec grande fierté. Donc vous apprendrez à connaître cette certification de personne si vous ne la connaissez pas encore par la suite. Alors, MySkillCamp, donc c'est une société qui a été créée en 2014. Donc on va dire assez récemment quand même, et qui propose vraiment une expertise dans tout ce qui relève du digital learning. Et en particulier, nous proposons une plateforme que l'on pourrait qualifier de plateforme LMS, donc Learning Management System, et même de LCMS, Learning Content Management System, dans le sens où nous avons voulu créer une plateforme qui permettait on va dire, d'unifier, de centraliser en un même endroit tous les outils qui vous permettent de gérer vos formations, qu'il s'agisse de formation, comme on dit fréquemment, de formation en salle, formation en présentiel, de formation plutôt mixte,
que l'on qualifie de blended learning, au sens où on va associer différentes modalités de formation. Donc, par exemple, de la formation en ligne, de la formation en salle, etc. Donc, avec peut-être des classes virtuelles. Donc, vraiment, une association de modalités d'apprentissage assez variées. Et aussi, voilà, entre guillemets, du pur e-learning, formation distancielle, formation en ligne. Et l'idée, c'est vraiment de centraliser encore une fois, de réunir ces différents outils et d'avoir une plateforme qui permet de gérer l'ensemble de vos activités de formation, quelles qu'elles soient, que vous soyez plutôt un prestataire de formation, un organisme de formation ou une entreprise. Et donc nous sommes basés en Belgique, près de la frontière française, on va dire, frontière franco-belge, à Tournai. Et pour ma part, j'habite le nord de la France, dont vous ne décelerez pas chez moi d'accent belge normalement, si ce n'est un accent ch'ti. Alors pour ma part, pour ceux qui ne connaissent pas, comme le disait Jonathan tout à l'heure, la certification ICPF et PSI, c'est une entreprise qui existe depuis 23 ans maintenant, qui se dédie à la certification de qualité des professionnels, à la fois de la formation et du conseil. Donc c'est une certification de personnes qui s'adresse vraiment aux formateurs, hein, historiquement notre premier public. Donc aujourd'hui, on a la chance d'être l'acteur historique en la matière, hein, on certifie aujourd'hui plus de 1200 personnes. On est reconnu par le CNEFOP, qui est une entité dont on va reparler un petit peu tout à l'heure pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Notre objectif, c'est vraiment d'instaurer le principe d'amélioration continue dans l'activité des formateurs et des consultants. Aujourd'hui, toute notre démarche se fait en ligne et vous avez la possibilité de travailler avec des partenaires à nous dans vos démarches qualité qui sont nos référents. On en reparlera aussi un peu plus tard à la fin. C'est bon pour moi. Alors, programme du webinaire. Donc, Vincent, en tant qu'expert de la qualité en formation professionnelle et qui connaît bien, on va dire, toutes les arcanes aussi de la loi, des décrets qui sont régulièrement publiés, etc., va nous faire un petit point sur le contexte de la formation professionnelle. Alors, en France, parce qu'on a une majorité de participants français donc qui sont connectés. Et pour les participants belges, je pense que ça peut vous intéresser aussi de voir, si vous ne connaissez pas encore, on va dire les évolutions légales et réglementaires dans la métropole. On fera donc, on aura toute une section qui sera consacrée au digital. Donc, en quoi le digital peut être un élément clé de la satisfaction des clients qui soient internes ou externes. Donc, externes pour les prestataires de formation ou internes si vous êtes en position plutôt de responsable ressources humaines ou de responsable de formation. Vincent fera donc un focus sur toute la partie démarche qualité, donc qui est vraiment un sujet central encore une fois pour les prestataires de formation, mais pas que. Et on aura l'occasion aussi d'en parler pour notamment tout ce qui est organisme de formation d'entreprise. Et bien entendu, on répondra à l'ensemble de vos questions à la fin de ce webinaire. Alors Vincent, si tu peux nous dire où en sommes-nous du point de vue de la loi. Alors, je vous propose de faire donc c'est une introduction hein, qui va durer quelques minutes à l'actualité de la loi. Donc c'est un projet de loi de 2018. Est-ce que Jonathan, tu m'as redonné la main ou tu veux le faire Ouais. peut-être hein. C'est simple. Oui, allez, je vais, ouais. Ouais. Voilà. Pour la partie qualité, peut-être tu me redonneras la main. Mais... Ça marche, on fait ça. Donc voilà un planning de là où on part et de là où on va arriver incessamment sous peu, puisque tout ce projet de loi est pour le coup un projet qui est assez récent, mais qui va aller aussi très vite. On part aujourd'hui de négociations hein, qui ont commencé en début d'année avec une
première date importante qui a été le 6 avril où la ministre du Travail a présenté son projet de loi. C'était une conférence de presse, voilà. Il a été de manière officielle présenté en Conseil des ministres, revu un petit peu entre-temps, et il a été surtout adopté par le Conseil des ministres avec en plus une procédure accélérée. Donc c'est-à-dire que c'est un projet de loi qui va aller assez vite pour pouvoir le mettre en œuvre rapidement. Donc ensuite, qu'est-ce qui va se passer dans ces prochains mois? Donc là, déjà au mois de mai, je l'ai pas mis dans la présentation, mais on est sur des entretiens avec les commissions de l'Assemblée nationale, notamment la commission sociale. L'objectif, c'est que en juin, on puisse inscrire le projet de loi à l'ordre du jour de l'Assemblée pour qu'il puisse y avoir des débats parlementaires. Entre juin et juillet, il va y avoir les débats, les allers-retours, aussi avec le Sénat. Et l'objectif, c'est que la loi soit votée à la rentrée, même peut-être pendant l'été. Donc, c'est important de le savoir. C'est une procédure accélérée. Donc, c'est un projet de loi qui tient à cœur au gouvernement en place en France. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà beaucoup de projets qui ont été entamés en parallèle, notamment l'alternance qui est en cours depuis longtemps. Et dès le mois d'août, on voit qu'il y a des projets qui auront des conséquences importantes sur le fonctionnement du système de formation français, à savoir la gestion des branches professionnelles, la cartographie des filières économiques qui va débuter dès le mois d'août. J'en parlerai juste après. Tu peux passer au slide d'après. Ouais. Donc les prochaines étapes, c'est quoi? Je vous ai fait des prochaines étapes larges, hein, parce qu'encore une fois, c'est qu'une introduction à ce qui va arriver. Donc là, la loi qui est en négociation en ce moment va commencer à s'appliquer dès 2018 et va aller jusqu'à une fin d'application à fin 2020, puisqu'en fait dès 2021, les dernières dispositions s'appliqueront à partir du 1er janvier 2021, voire un tout petit peu plus tard pour la question des collectes de formation professionnelle. Mais vraiment, jusqu'à 2020, c'est là où tout va se mettre en place. Donc en 2018, premier chantier, un chantier sur la gouvernance, c'est-à-dire que le système de gouvernance français va évoluer. Il va y avoir la disparition de plusieurs structures pour en créer une seule qui s'appellera France Compétences. Donc pour les experts, hein, on retrouvera le CNEFOP, le FPSPP, le COPANEF dedans. Donc tout ça dans un souci de simplification, hein, des différents acteurs. Il y aura aussi la mise en œuvre tout de suite au vote de la loi d'une nouvelle définition de l'action de formation. Alors on va pas rentrer dans le détail, mais elle est censée simplifier bien sûr et travailler notamment sur les résultats beaucoup plus que ce qui était aujourd'hui présent, avec bien entendu un gros travail sur les différentes modalités de formation, puisque le digital étant l'une d'entre elles, le fonctionnement des modalités de formation évolue beaucoup. Et donc, nécessairement, la loi s'adapte à ce sujet. En 2019, un des gros sujets, sûrement celui dont on parle le plus, c'est la partie CPF, donc compte personnel de formation, qui va être désormais crédité en euros contre des heures aujourd'hui, avec des montants que vous avez sûrement déjà vus, donc je ne vais pas les détailler. Et à côté de ça, un conseil en évolution professionnelle, donc c'est un système d'accompagnement en fait des personnes intéressées par la formation, pour pouvoir utiliser de manière plus on va dire faciliter leur droit à la formation. Il y a un conseil qui va être dispensé par différents acteurs qui existent déjà depuis la précédente réforme, mais qui va être revisité, sûrement ouvert à plus d'acteurs. En 2019 aussi, on attend le lancement de l'application, puisqu'il y a des gros sujets autour de l'accessibilité, rendre accessible la formation à un plus large public, et donc on imagine que les outils numériques vont le permettre en lançant une application dédiée. En 2020, là, on va être plutôt sur les acteurs, à la fois les acteurs du type financeur, hein, les OPCA, qui vont se transformer pour devenir des opérateurs de compétences, avec des métiers un peu différents, et une évolution du principe de la collecte et des taux de contribution à la formation. Donc pareil, c'est des sujets qu'on développera pas ici, il y a des experts qui pourront le faire tout aussi bien que moi, mais ça va être aussi un gros chantier puisque ça va faire évoluer le fonctionnement du système actuel. De l'autre côté, vous avez
les bénéficiaires, vous avez les acteurs de financement, vous avez la gouvernance, ben, vous avez aussi bien sûr les organismes de formation. Donc, je pense la majorité des personnes aujourd'hui présentes, que ce soit à titre de formateur, à titre d'entreprise, etc. Les structures de formation, ceux qui délivrent la formation, vont devoir s'engager dans une démarche qualité et plus précisément obtenir une certification. Je vous préciserai donc ce sujet bien entendu tout à l'heure puisque c'est un de nos deux axes. Et enfin, l'aspect purement financier, bah, la collecte va changer de fonctionnement, va être demandée à l'URSSAF et avec des systèmes de financement par la Caisse des dépôts et de consignation, entre autres, hein, parce qu'il y a plein de petites nuances sur ces grands sujets, mais autrement dit, les OPCA aujourd'hui, c'est pas les seuls financeurs, mais voilà, ne vont plus gérer la collecte, donc ils vont perdre le C de collecte de leur OPCA, et ça va être fait par l'URSSAF en grande majorité. Voilà sur cette introduction à la réforme et ce qui nous attend en 2018 et les années suivantes. Alors, beaucoup de changements, merci Vincent, beaucoup de changements. Et on voit notamment, tu en as parlé en haut notamment en haut de la diapositive, c'était indiqué, c'est le fait que de plus en plus, on va dire au fil des réformes, la notion même d'action de formation est quand même revue en profondeur et élargie. Et finalement, c'est assez positif pour toute la partie relative au digital learning. Certains se souviennent peut-être des difficultés que l'on avait en France à faire passer ce qui relevait du e-learning il y a quelques années. En termes de financement, bon, on voit que là, maintenant on est quand même entré dans une nouvelle ère. Et on a reçu plusieurs questions même avant même le début du webinaire, preuve que c'est un sujet aussi d'intérêt notamment pour les prestataires de formation, sur finalement le digital, faut-il y aller ou pas. Alors là, on va aborder ces sujets, mais de manière générale, encore une fois, la question n'est pas plutôt faut-il y aller ou pas, mais c'est plutôt quand faut-il y aller et comment faut-il y aller. Et le quand, en fait, si vous n'y êtes pas déjà quelque part, il est grand temps de vous en soucier parce que on le voit de plus en plus dans les appels d'offres, dans les attentes, en tout cas des clients, des responsables formation, des DRH, etc. Ça devient quasiment impossible de faire sans le digital. Et je ne dis pas que toutes les formations devraient passer, on va dire, au travers du filtre du digital learning, mais nécessairement, c'est quelque chose qui doit faire partie de votre offre désormais. Et pourquoi? Non pas parce que c'est quelque chose de moderne, c'est bien, on peut faire des choses modernes mais qui ne servent pas à grand chose, mais tout simplement parce que cela correspond cela correspond aux attentes des clients. Alors les clients, là j'entends pour le coup vraiment les responsables de formation, les DRH, les acheteurs de formation. Que nous disent ces clients lorsque l'on les interroge? Ces clients attendent une formation, des formations qui demain soient engageantes, efficaces et efficientes. Et je voudrais vraiment revenir sur ces trois notions et montrer comment le digital peut vous aider à relever, on va dire, ce triple défi. Donc, j'en ai parlé en introduction, j'ai vraiment toujours moi le souci de l'évaluation, de prouver l'efficacité de ce que l'on fait. Donc jamais je ne dirais à quelqu'un fais du digital learning parce que c'est moderne, parce que c'est 2018, etc. Mais plutôt en reliant cela à la finalité. Et la finalité, je pense, en tant que prestataire de formation, c'est surtout, et Vincent en reparlera dans la partie qualité, c'est aussi de satisfaire, de répondre aux attentes de ses clients. Donc c'est quasiment une question aussi de pérennité. Alors, qu'est-ce qu'une formation engageante? Une formation engageante, c'est un peu une lapalissade ce que je veux dire, mais c'est une formation qui favorise l'engagement justement des apprenants. Donc, lorsque vous vous posez des questions sur la motivation des salariés à aller se former, lorsque vous posez des questions sur la motivation des salariés à se former directement pendant la formation, ou encore la question du est-ce que derrière ils vont se servir de ce qu'ils ont appris en formation,
vous vous posez nécessairement des questions sur l'engagement et la motivation des apprenants. Sans caricaturer, on a déjà vu, moi-même j'ai déjà donné des formations en présentiel, lorsque vous avez on va dire des apprenants qui parfois commencent à somnoler en formation, etc. Là, forcément, ça pose des questions sur l'engagement. Et on se dit, finalement, c'est pas grave, parce qu'avec le digital learning, ils vont être devant un écran, et puis on va leur administrer des diapositives, on va leur administrer des quiz, etc. Et bien, si vous faites ça, vous risquez forcément de retomber dans ce que l'on a vu il y a quelques années lorsqu'on faisait du e-learning classique, où on croyait que parce qu'on allait mettre des apprenants devant un écran et leur passer des diapositives PowerPoint, ils allaient pouvoir apprendre. Donc non, en fait, le digital, on va dire, embarque avec lui ces mêmes contraintes en termes d'engagement. Donc vous devez nécessairement avoir la même réflexion que celle que vous avez lorsque vous donniez des formations, on va dire, plus classiques en présentiel. Dès que vous entrez dans le digital, vous devez vous poser des questions sur comment vous allez vous assurer que les apprenants sont engagés tout au long de la formation, comment vous allez maintenir une certaine dynamique, parce que c'est un prérequis à l'efficacité et à l'efficience que l'on va voir après. Il y a un concept que je voudrais introduire, dont on parle beaucoup lorsqu'on s'intéresse au digital learning, c'est, passez-moi l'expression, mais Atawadak. Atawadak, c'est quoi? C'est le fait de dire la manière dont on va former, les possibilités en termes d'apprentissage que l'on va proposer aux apprenants doivent leur permettre de se former en tout temps, anytime, à tout endroit, anywhere, sur n'importe quel support, n'importe quel appareil, donc any device, et pour tout type de contenu, any content. Et ça, c'est, on va dire, cela correspond aux usages aussi des apprenants désormais. Donc, on ne peut plus imaginer, par exemple, côté entreprise, d'avoir un besoin de formation et de se dire, écoute, on va l'inscrire dans le plan de formation, et puis peut-être que c'est une session de formation qui va avoir lieu dans 9 mois parce que j'ai pu peut-être négocier avec mon prestataire de formation parce qu'il restait quelques places, etc. dans une session, donc j'ai pu avoir un geste commercial. Non, de plus en plus, on doit réfléchir, nous, en tant que prestataire, à varier les modalités de formation, donc en intégrant notamment le digital learning, pour répondre à cela et faire en sorte de satisfaire à ce besoin des apprenants et des entreprises de manière générale, des acheteurs de formation, de pouvoir délivrer de la formation encore une fois, sur différents supports, pour tout type de contenu, à tout endroit et on va dire en just in time, c'est-à-dire au moment où les apprenants en ont besoin. Évidemment, la question de l'engagement pose aussi la question de l'apprentissage collaboratif. Donc comment, par le digital learning, je vais favoriser encore plus les interactions entre les apprenants et les formateurs, entre les apprenants et les tuteurs, etc. Notamment en dehors, si vous faites du blended learning, comment vous allez organiser ces échanges, ce que les anglo-saxons appellent le social learning, en dehors de la salle de formation. Eh bien, le digital, on va le voir après, forcément vous apporte aussi des solutions à ce niveau. Et puis, l'engagement, ça c'est aussi un concept que l'on voit revenir régulièrement sur les forums, dans les articles qui parlent du digital learning, c'est la question de la gamification. Comment je peux m'appuyer aussi sur les mécanismes du jeu pour rendre la formation encore plus engageante. Et là, vous pensez peut-être à ce que l'on voit fréquemment, à savoir remettre des badges, par exemple, à la fin d'une formation. On le voit beaucoup dans les MOOC, etc. Alors, c'est l'une des pratiques qui est mise en œuvre, mais il faut savoir que ça n'est pas forcément la panacée. Nous travaillons chez MySkillCamp avec un expert de la gamification qui s'appuie sur des recherches scientifiques et qui nous a démontré que, par exemple, il y avait 4 types de joueurs de façon générale. Donc voilà, ici, dans ce webinaire, nous avons potentiellement les 4 types de joueurs qui sont représentés et que finalement, les badges ne répondaient qu'aux aspirations, uniquement aux aspirations de l'un des 4 types de joueurs. Vous voyez, donc, si vous mettez des badges, par exemple, dans vos parcours de formation, dans vos MOOC, dans vos modules e-learning, etc., potentiellement, vous ne répondez qu'à 25% des aspirations des utilisateurs. Donc, ça pose question. Ça veut dire que vous ne vous occupez pas de 75% des personnes en termes d'engagement, en termes on va dire d'utilisation, de recours à la gamification pour accroître cet engagement.
Donc l'engagement, c'est vraiment un prérequis à une formation qui aura de l'impact. Et là, le digital learning nous offre encore une fois des possibilités assez intéressantes à ce niveau. Déjà, c'est cette question de multimodalité. Donc vous devez forcément, lorsque vous réfléchissez à votre parcours en digital learning, dès lors que vous mobilisez toute ou partie de modalités relatives au digital learning, c'est le fait de dire que vous devez pouvoir réutiliser vos contenus partout. Donc vous devez pouvoir former, encore une fois, sur différents supports. Vous devez pouvoir produire des ressources, des vidéos, des quiz, des médias, etc., qui puissent être réutilisables sur n'importe quel type aussi de plateforme. Vous ne devez pas vous enfermer, par exemple, là je vais peut-être enfoncer une porte ouverte ou pas, ou ne pas me faire des amis, mais vous ne devez pas nécessairement toujours vous enfermer derrière la norme SCORM. On pourra y revenir dans les questions-réponses si vous le souhaitez. C'est l'autonomie. Donc vous, en tant que créateur de contenu, vous devez avoir la main sur ce que vous allez produire. Votre expertise, vous avez une expertise pédagogique, vous avez une expertise métier sur différents thèmes, sur différents domaines. Vous ne devez pas dépendre de développeurs, vous ne devez pas dépendre de prestataires pour produire vos contenus de formation. Parce que la connaissance évolue rapidement, l'information est rapidement obsolète. Si vous dépendez de prestataires, forcément, ça va vous coûter du temps et de l'argent dès que vous allez devoir mettre à jour des contenus. Et forcément, vous n'allez pas toujours pouvoir refacturer ça à vos clients. Je parlais de la norme SCORM. La norme SCORM propose des blocs. Ce que je vous conseille vivement, ce que nous vous conseillons chez MySkillCom, c'est plutôt de fonctionner en grain pédagogique. Donc, de travailler sur un plus petit niveau, en tout cas, une plus grande finesse dans les ressources que vous allez créer, de manière à proposer des parcours de formation qui soient davantage individualisés. Alors que dans une logique SCORM, de blocs, parfois ce sont des choses qui sont plus difficilement subdivisables et donc plus difficilement réutilisables. Donc c'est vraiment une toute autre logique, bloc versus grain pédagogique. On pourra y revenir. Également, c'est un peu en lien avec la multimodalité, il y a cette logique de multiplateforme, de dire finalement, vous devez accompagner l'apprenant partout où il sera. Donc s'il doit pouvoir se former sur ordinateur, sur tablette, sur smartphone, etc., forcément vos contenus doivent être accessibles à tout endroit. Alors l'engagement, encore une fois, n'est qu'un prérequis. Ce qui compte prioritairement, c'est cette logique d'efficacité déjà. Donc je vois beaucoup de prestataires de formation, de responsables formation qui se posent des questions sur l'impact des formations. Et encore une fois, lorsque je commence à auditer ce qu'ils font, je me rends compte que finalement, cette question de l'engagement est passée sous silence. Donc la question de l'engagement est centrale, mais encore une fois, ça n'est qu'un moyen pour l'une des finalités qui est l'efficacité. Vous ne pouvez pas avoir de formation efficace si vous n'avez pas des apprenants engagés. Ça, cela va de soi. Et donc, pareil, par le digital, vous devez pouvoir aborder plus facilement cette question de l'efficacité des formations. Et ce qui se fait souvent sur le terrain, c'est que l'on s'intéresse plutôt à la qualité, alors non pas la qualité au sens où Vincent parlait, ou il va en reparler, mais on s'intéresse plutôt à la formation comme étant un produit. J'ai suivi une formation, j'ai été satisfait de cette formation, j'ai appris des choses intéressantes, je pense que c'est une bonne formation et je vais la recommander à mes collègues. Ça, c'est la qualité d'une formation. Par contre, la qualité d'une action de formation. Si par contre demain vous n'en faites rien et que cette formation ne sert à rien pour vous comme pour votre entreprise, elle ne sera pas efficace. Donc le défi maintenant, c'est que les responsables formation de plus en plus challengent leurs prestataires pour dire jusqu'à maintenant vous m'avez toujours montré que vos formations étaient de qualité, allez plus loin et montrez-moi si elles sont efficaces et que ce soit le cas ou pas, comment on peut encore améliorer cette efficacité. Et donc, ce que l'on voit arriver de plus en plus, c'est que les responsables formation, on va dire, délèguent de plus en plus fréquemment la question de l'évaluation aux prestataires de formation. Moi, ce qui m'a toujours surpris, ce que j'ai toujours considéré que le financeur était l'évaluateur, mais dans les faits, on voit encore beaucoup de responsables formation et de DRH qui demandent directement aux prestataires de formation de prendre en charge l'évaluation. Et là, évidemment,
on imagine tout de suite ce que peut apporter le digital en la matière. Ne serait-ce que voilà, si vous ne digitalisez pas l'évaluation de vos formations, ça va être difficile d'aller très loin dans le process. Vous allez souvent rester un questionnaire d'évaluation à chaud distribué au format papier en salle à 17h ou à 17h moins 10, on va dire. Mais vous allez difficilement pouvoir aller plus loin dans le process et par exemple aller faire de l'évaluation à froid. Et donc, l'idée, c'est que forcément, lorsque vous allez vous équiper on va dire en outils relatifs au digital learning, vous allez pouvoir développer une évaluation un peu plus sophistiquée qui va vous permettre d'avoir aussi des données, parce que forcément, notamment pour les parties de formation qui vont se passer en ligne, vous allez plus facilement collecter des données, des data, comme on dit en bon français, pour savoir si oui ou non par exemple, les participants ont apprécié la formation, s'ils ont pu répondre correctement au quiz, s'ils ont pu mettre en œuvre des choses, etc. Ça, c'est difficile à faire lorsque forcément on ne passe pas par le canal du digital learning. Et donc, vous allez aussi pouvoir pointer du doigt les responsabilités, et c'est le troisième point, les responsabilités de chacun en matière d'efficacité de la formation. En tant que prestataire de formation, vous avez certainement très souvent, malheureusement, entendu ce discours du tiens, la formation n'a pas été efficace, n'était pas efficace, il va falloir qu'on change de formateur ou de prestataire de formation, ou c'est la faute du responsable formation, il n'a pas choisi le bon prestataire. Là, l'idée, c'est que par l'évaluation que l'on va mettre en œuvre, et on va s'appuyer encore une fois sur les possibilités du digital learning en la matière, vous allez pouvoir démontrer que si la formation n'a pas eu les effets escomptés, c'est aussi dû à d'autres personnes, peut-être à l'apprenant lui-même, parce qu'il est parti en formation en traînant des pieds et que même si vous avez travaillé sur l'engagement, il n'a jamais vraiment voulu entrer dans la formation. Et donc l'efficacité de la formation, c'est aussi une co-construction. Si l'apprenant ne veut pas prendre, ne veut pas s'impliquer, s'engager dans la formation, vous ne pourrez pas non plus faire de miracle. Vous avez peut-être montré aussi que c'est le manager qui n'a peut-être pas discuté avec l'apprenant avant la formation et à son retour de formation, etc., etc. Donc derrière tout cela, l'idée c'est que vous allez pouvoir plus facilement mettre en œuvre l'évaluation et montrer que les formations que vous donnez en s'appuyant sur Blended Learning sont davantage efficaces. Et lorsqu'on parle d'évaluation de l'efficacité, il y a un modèle auquel on fait souvent référence, c'est le modèle de Donald Kirkpatrick que vous avez à l'écran. Ce modèle, vous ne pourrez le mettre en œuvre véritablement, encore une fois, que si vous appuyez sur les outils du digital learning. J'ai déjà pu expérimenter cela avec pas mal de clients. Ça fait 14 années que je travaille sur le sujet de l'évaluation. L'évaluation qui se fait hors outils digitaux, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Ça va vous prendre trop de temps à mettre en œuvre, vous allez prendre trop de temps à collecter les données, à analyser les données, à communiquer les résultats, etc., etc. L'idée de ce modèle, rapidement, c'est de dire que suite à une formation, on va vérifier que la personne a bien réagi niveau 1 réaction. Est-ce que j'ai été satisfait de la formation? Que la personne a bien appris niveau 2, apprentissage, qu'elle a pu mettre en œuvre ce qu'elle avait appris suite à la formation. Donc niveau 3, comportement, ou ce qu'on appelle aussi le transfert des acquis, et que cette formation a eu un impact sur les résultats de l'entreprise, niveau 4. Et donc ces 4 niveaux structurent on va dire la conception de votre dispositif d'évaluation. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que lorsque vous avez une plateforme LMS qui est bien outillée, bien équipée, vous pouvez plus facilement, en tout cas, mettre en œuvre à minima les 3 niveaux, les 3 premiers niveaux d'évaluation. Donc, est-ce que mes apprenants apprécient la formation? Donc, c'est très facile de faire des micro-quiz, des micro-sondages pour vérifier que, encore une fois, ils sont toujours engagés, qu'ils sont toujours satisfaits de la formation, des modules de formation qu'ils suivent. Vous pouvez très facilement vérifier qu'ils apprennent, ne serait-ce que par des quiz de connaissances ou par le fait d'aller interroger le formateur, un coach, un tuteur, un manager pour vérifier qu'une fois en situation de travail, oui, ils ont le bon geste quelque part. Vous allez pouvoir vérifier au niveau 3 qu'ils utilisent ce qu'ils ont appris, effectivement, qu'ils utilisent leurs acquis. Le niveau 4 est un peu particulier, parce que là, ça va plutôt aller, ce sont des indicateurs que vous allez chercher notamment dans l'ERP de l'entreprise, par exemple.
Donc le digital learning permet d'avoir des formations engageantes, en tout cas plus facilement efficaces, et aussi plus facilement, c'est le dernier point, efficientes. Donc l'efficience, que l'on confond souvent avec l'efficacité, c'est vraiment est-ce que si ma formation a atteint ses objectifs, elle est efficace, mais est-ce que cela s'est fait au meilleur coût possible? Si une formation me coûte 3 fois plus cher que ce qu'elle pourrait me coûter pour atteindre les mêmes objectifs, elle n'est pas efficiente. Donc forcément, le digital learning permet de réduire les coûts de formation. Cela va sans dire. Les coûts de transport, les coûts de déplacement, d'hébergement, de restauration, etc. Mais il permet aussi, ça n'est pas que l'élément du coût qui est important, il permet aussi de former au juste nécessaire. Vous allez donner l'information en fonction des besoins réels des salariés. Donc vous allez pouvoir plus facilement découper, justement fonctionner par grain pédagogique plutôt que d'avoir des blocs ou des journées de formation dans leur intégralité. Vous allez pouvoir former au bon moment. Et le bon moment, c'est quoi? C'est en rapport aussi avec le troisième point, c'est au moment où les participants en ont réellement besoin, c'est-à-dire où ils ont besoin d'utiliser ce qu'ils ont appris en formation. Donc, on ne peut plus se permettre d'attendre 9 mois lorsque j'ai un besoin de formation, il doit pouvoir être satisfait très rapidement. Et donc, le dernier point, en termes d'efficience, donc si on veut une formation qui soit efficace et qui mobilise le moins de ressources possible, c'est toujours de penser, de ne pas partir du contenu de formation, mais de penser directement à son utilisation. Et là, je voudrais vous donner quelques chiffres. Il y a un chercheur, non pas, donc là je parlais du modèle Kirkpatrick précédemment, qui s'appelle Robert Brinkerhoff, et qui a montré que lorsque vous avez des apprenants, on va dire, qui suivent une formation, et lorsque on concentre l'intégralité du budget de formation sur l'action de formation elle-même, et donc il n'y a pas de préparation et d'accompagnement en aval, ce qu'on appelle les leviers, donc des actions en amont et en aval de la formation, eh bien vous en voyez en moyenne 15% des apprenants qui transfèrent leurs acquis. Alors que lorsque vous travaillez sur l'amont et l'aval, et évidemment le digital learning permet cela, ne serait-ce que par la mise en place d'un système de mentoring ou de coaching, comme nous on le propose dans la plateforme, pour suivre l'apprenant une fois qu'il a fini sa formation, eh bien dans ce cas, on passe à 85% en moyenne. Donc le grand enseignement à ce niveau, c'est ce qu'a montré Robert Brinkerhoff avec ses études, c'est que la formation n'est pas un événement, mais c'est un processus. Et donc forcément, pour avoir une formation réellement efficiente, vous devez allouer différemment vos coûts, vos ressources en matière de formation pour travailler aussi davantage sur la partie préparation en amont et donc la partie accompagnement en aval. Merci Jonathan pour le coup cette transition qui n'était pas prévue, mais en fait quand tu finis par parler de processus sur ta présentation, Voilà. bah on est en plein dans ce qu'on appelle pour le coup la qualité au sens où nous on l'entend, et un processus qualité en formation professionnelle ne traite pas que bien sûr de l'animation de la formation, mais de tout ce qui se passe avant et de tout ce qui se passe après. La préparation en étant l'une d'entre elles, l'ingénierie étant aussi un autre sujet, l'évaluation bien sûr étant un sujet. Et donc c'est vraiment voilà, c'est une belle transition. Merci Jonathan. Donc Je t'en prie. moi de mon côté, je vais vous parler donc de ce système qualité avec quelques informations de là où nous venons. Alors aujourd'hui, on est à ce qu'on pourrait appeler une deuxième étape de la qualité en formation. Pour ceux qui sont parmi nous aujourd'hui et qui sont dans le système français, vous êtes face à notamment un outil et une base de données que vous avez dû tous entendre parler qui s'appelle le Datadoc. Donc pourquoi une deuxième étape? Alors en fait la qualité en formation professionnelle elle existe depuis longtemps, mais on va dire qu'au niveau réglementaire c'est un sujet qui s'est vraiment mis en œuvre depuis la réforme de 2014. Donc aujourd'hui où est-ce qu'on en est? Depuis le 30 septembre, il est impossible en fait de faire financer une formation si vous n'êtes pas référencé dans un catalogue d'un financeur de formation professionnelle, les OPCA pour les structures privées, Pôle emploi, les régions, il y en a plusieurs.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 95 000. Alors les chiffres évoluent toujours sensiblement, mais globalement, les grandes masses sont là. Vous avez 95 000 organismes de formation, quel que soit leur fonctionnement, leur taille, hein, qui sont déclarés aujourd'hui pour pouvoir intervenir dans ce marché de la formation professionnelle avec des financeurs. Parmi eux, il y en a 35 000 qui ne sont pas inscrits sur le Datadoc. Donc ça veut dire que c'est des structures qui, dans le cadre de la réforme précédente, n'accèdent plus au financement. Alors attention, puisque certains de ces organismes ont peut-être aussi tout simplement arrêté leur activité, dans le sens où c'était peut-être pas leur cœur d'activité, c'était peut-être une opportunité. Il y a beaucoup de mouvements dans ces 90 000 organismes de formation chaque année qui sont déclarés, puisque c'est une démarche qu'on peut renouveler et qui peut aussi être suspendue très facilement. Parmi ces organismes, donc vous en avez à peu près 60 000 qui sont inscrits sur cette plateforme Datadoc, dont plus de la moitié, environ 38 000, sûrement un peu plus, aujourd'hui, qui sont référençables. Donc c'est-à-dire qu'ils ont passé l'étape. Pour passer cette étape, soit vous faites la démarche directement, soit vous êtes certifié. Et donc parmi ces 38 000 référençables, il y en a qui 7 000 qui disposent d'une certification qualité. Et c'est ce sujet-là qui va évoluer dans la prochaine réforme. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate au-delà de ces chiffres? C'est qu'on a une utilisation des catalogues de référence qui monte en puissance. Beaucoup de gens parlent du Datadoc, mais en fait, la vraie finalité, c'est d'être sur les catalogues des financeurs de vos clients. Peu importe le financeur, vous en avez souvent plusieurs d'ailleurs. Donc l'objectif, c'est pour en tant que prestataire de formation, si vous voulez faire financer vos formations, en tout cas le projet de vos clients, avec vous, il faut que vous soyez sur ce catalogue. Et en l'occurrence, être inscription sur la base de données Datadoc, c'est un prérequis. Ce qui me bouge aussi aujourd'hui beaucoup, c'est le contrôle, puisqu'en fait, le Datadoc étant une démarche qui est assimilée à du déclaratif, vous avez des contrôles qui commencent cette année, et donc des contrôles du Datadoc, mais aussi des contrôles des financeurs eux-mêmes, et on estime qu'il y a à peu près 10% des organismes référençables qui vont être contrôlés en 2018, donc 10% des 60 000, enfin des 48, des 38 000 pardon, qui sont référençables aujourd'hui. Donc voilà, il faut s'attendre à de plus en plus de contrôles. Et enfin, il y a une prise de conscience des entreprises de l'existence de la certification qualité, puisque en tant qu'acheteur de formation, vous vous rendez compte que vous êtes face à des acteurs qui sont obligés de s'engager dans une démarche qualité, ou en tout cas on les incite fortement dans la réforme précédente. Et donc vous êtes aussi vous, en tant qu'acheteur de formation, pour ceux qui sont dans cette situation, confrontés à quelque chose de nouveau, et aussi peut-être à votre propre fonctionnement d'entreprise, puisque beaucoup d'entreprises ont des démarches qualité sur leur cœur de métier. Et donc là, ça arrive avec le sujet de la formation. Alors, petit historique, parce que souvent on nous dit mais pourquoi s'engager dans une démarche qualité, comment, pourquoi. Donc on va voir ces sujets-là de manière on va dire, on va les voir au global. L'histoire, c'est quoi? C'est cette loi de 2014, comme je vous le disais tout à l'heure, qui a commencé à mettre en œuvre le sujet de la qualité en formation professionnelle sur le devant de la scène. Ça s'est traduit en 2015 par un décret, et c'est ce décret spécifique à la qualité des actions de formation qui a fait transformer le système avec deux choses qui sont arrivées dans la continuité. La création d'une liste de certification qualité éligible en fait à ce décret, autrement dit des offres comme l'ICPF et PSI ou d'autres qui ont dû répondre aux critères du décret pour l'offrir en fait au marché des formateurs ou des organismes de formation. Et de l'autre côté, la création des plateformes d'analyse du décret, comme le Datadoc, la plus connue d'entre elles, et la mise en application réelle du décret. Donc tout ça, ça a été fait, vous voyez, en 2 ans. 2018, aujourd'hui, je vous le disais juste avant, on est dans du contrôle post-déclaratif, et il va y avoir, dans le cadre de la nouvelle loi, le décret qualité qui va être revu. Alors pour l'instant, tout ça, c'est des sujets qui sont sur le papier. On n'a pas encore les dates exactes, mais ce qui est attendu, c'est une revue du décret. Je vous expliquerai le fonctionnement de demain attendu sur un slide suivant.
En 2019, là, ce qui va se passer, c'est la création d'un référentiel de certification par France Compétences. Donc France Compétences, je vous le disais en introduction, ça sera le nouveau système de gouvernance. Donc en fait, ils vont reprendre le sujet de la qualité, ils vont reprendre tout ce qui s'est fait ces dernières années, ils vont reprendre le décret, ils vont reprendre ce qui s'est fait avec les listes de certification, ils vont reprendre le Datadoc et ils vont améliorer ce système, le faire évoluer au regard des exigences du projet de loi. En 2020, ça sera la dernière année pour les organismes de formation, pour les prestataires de formation, pour s'engager dans une démarche qualité. Alors, pour les premiers d'entre eux, vous pourrez le faire soit dès maintenant, soit en 2019, mais vraiment 2020, ça sera la dernière année pour s'engager dans ce type de démarche pour répondre à la nouvelle loi. Alors, ensuite, la certification qualité, c'est ce qui est annoncé donc dans le projet de loi. Donc en gros, on va passer à une étape après le système de fonctionnement actuel. Aujourd'hui, la certification est une alternative, est une option en fait pour ceux qui veulent s'engager depuis 2016 dans la réglementation en matière de qualité. À partir de 2019-2020, ça deviendra l'option qu'il faudra prendre pour pouvoir continuer à exercer sur ce marché. Donc ça va fonctionner comment? Vous avez d'abord le fonctionnement que je viens de vous présenter avec France Compétences, qui va travailler un nouveau cahier des charges, un nouveau décret pour le système de qualité en formation professionnelle. Il va s'appuyer sur une structure, alors qui n'est pas définie encore aujourd'hui dans le projet de loi, mais qui est en tout cas la seule en France qui fait ce travail, qui va accréditer les organismes de certification. Donc l'accréditation, attention, aujourd'hui on a l'impression que ça va concerner les organismes de formation. Non, l'accréditation va concerner les organismes de certification. Donc c'est bien France Compétences qui va travailler son cahier des charges et qui va ensuite demander et travailler avec le CROFAC pour un système d'accréditation des organismes certificateurs. Donc les certificateurs qualité, on va leur demander une forme d'indépendance par rapport au marché sur lequel ils interviennent. C'est important en qualité d'être indépendant quand vous auditez une structure. Ça apporte un gage et une impartialité importante. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Les certificateurs qualité qui seront accrédités vont pouvoir délivrer des certificats avec ce schéma d'accréditation, avec cette accréditation à vous, organisme de formation. Et c'est là où vous allez pouvoir vous dire, pour ceux qui ne le sont pas déjà, organisme de formation certifié. Donc ça, c'est le nouveau schéma. Alors bien sûr, il faut quand même pas oublier le fonctionnement qu'il y a derrière, celui qu'on a évoqué précédemment. Vos clients, ensuite, vous allez pouvoir travailler avec eux, faire les demandes de financement auprès des financeurs. Et ça, c'est le schéma qu'on a depuis de nombreuses années. Il restera le même, mais c'est tout le schéma au-dessus qui va être amené à évoluer suite à l'historique qu'on a depuis ces dernières années en matière de qualité de la formation. Donc, vous voyez, la première étape, c'est vraiment quelque chose qui vous concerne pas directement en tant qu'organisme de formation. C'est celle qui est entamée là déjà en ce moment. Et ensuite, vous allez pouvoir engager la démarche de certification qualité sur la base de ce fonctionnement qui sera une évolution de ce qui existe déjà. Alors, les avantages de la certification qualité, c'est quoi? Alors bon, je vais tous vous les afficher, mais globalement, c'est un système, d'ailleurs, qui a assez bien présenté Jonathan tout à l'heure, qui est un système dit d'amélioration continue, où votre objectif à tous, c'est de développer votre activité. L'une des façons de le faire, c'est de faire reconnaître votre professionnalisme, faites reconnaître votre façon de travailler, et plus vous le faites faire par un organisme qui est indépendant, plus ça apporte un gage de qualité, une garantie de qualité. Si vous dites que vous vous contrôlez vous-même pour votre client, c'est intéressant, mais ça n'a pas la même valeur que si vous dites que vous êtes contrôlé et vérifié par un organisme indépendant. Ensuite, ça vous permet de vous distinguer parce que clairement, aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure sur les chiffres, il y a entre 7 et 10% des organismes qui sont certifiés qualité. Donc, plus vous allez prendre de l'avance, plus vous allez vous engager dans ce type de démarche, plus vous allez pouvoir vous distinguer sur un marché où il y a beaucoup d'acteurs et des renouvellements importants en plus sur le marché de la formation. Ensuite, ça vous permet déjà aujourd'hui de manière très pratique de vous faciliter l'inscription sur toutes les catalogues de référencement
y compris le Datadoc, hein, pour ceux qui ne le savent pas, mais la certification aujourd'hui, ça permet une inscription quasi automatique sur cette plateforme. Ensuite, ça permet de sécuriser le financement. Et puis, ça vous ouvre en fait la voie à ces fameux catalogues. Donc ça, c'est un système qui est en place depuis maintenant 2017. Et grâce à la certification qualité, vous répondez aussi à cette problématique. La conséquence de tout ça, c'est la fin du cercle. Vous arrivez sur votre client. Jonathan l'a dit tout à l'heure, et c'est l'élément important, la satisfaction client, la prise en compte de la relation client, c'est l'objectif de toute démarche qualité. Et donc, grâce à tout ce système, vous allez pouvoir les rassurer et les fidéliser. Bien sûr, ça vous permet de développer votre activité dans la continuité. Alors, ça, c'est l'aspect, on va dire, présentation générale sur la certification, mais en fait derrière ça il y a un système qui s'appelle l'amélioration continue, avec quelque chose que pour sûrement certains d'entre vous vous avez déjà entendu parler ou déjà vu, voire déjà utilisé, c'est la route Deming, donc qui est ce système dit de PDCA pour Plan Do Checked Act. Donc, autrement dit, vous allez mettre en place un système dans votre organisation, et c'est là où d'ailleurs le digital peut vous faciliter tout ce travail, comme le présentait Jonathan tout à l'heure. Vous allez mettre en place une organisation. Ensuite, vous allez contrôler les actions que vous mettez en œuvre réellement. Vous allez pouvoir faire la mesure de différence entre ces deux aspects, parce que souvent, votre organisation, sur le papier, elle est plus précise ou plus ambitieuse que ce qu'on peut faire réellement. Et ensuite, ça va vous permettre de déterminer les écarts et comment améliorer votre système. Donc ça, c'est toute démarche qualité, on va dire, sérieuse, qui se respecte, travaille sur cette base d'amélioration continue, et c'est un élément important. Alors un élément important, c'est que il faut pouvoir aujourd'hui choisir en tant qu'organisme de formation, en tant que prestataire de formation, quelle certification on va dire choisir en fonction de son profil, en fonction de son projet. Alors je vous ai mis plusieurs critères. Alors bien sûr, ils sont pas toujours facilement identifiables, mais souvent on s'arrête à des critères évidents et qui sont importants, hein, notamment le coût ou la notoriété. Mais il y a beaucoup d'autres sujets qu'il faut prendre en compte. Et là, pour le coup, vous avez tout loisir d'appeler des structures comme nous ou d'appeler d'autres ou des structures spécialisées dans l'accompagnement en qualité de la formation, comme nos partenaires référents, pour savoir comment choisir la certification la plus adéquate pour vous. Si vous êtes, on va dire, formateur indépendant, c'est pas la même chose que si vous êtes une structure avec 50 formateurs salariés. Donc là, voilà quelques critères. Je vais pas vous les détailler, mais ça fait partie des choses qu'il va falloir traiter à un moment donné dans votre recherche et pouvoir sélectionner la meilleure offre pour vous. Donc là, je vous ai mis un tableau de synthèse pour pouvoir déterminer en tout cas les grandes parties de notre analyse du marché et puis surtout de ce qui est susceptible de demeurer à partir de 2019 ou 2020. Vous avez trois grands volets. Vous avez la certification de personnes qu'on représente à l'ICPF et PSI. Vous avez les certifications qui couvrent la partie réglementaire ou le décret qualité aujourd'hui puis celui qui sera revu l'année prochaine, et les certifications dites d'entreprise au sens des normes, avec la norme la plus connue qui est l'ISO 9001, et vous avez des normes spécifiques en formation, 29990, 29993. Je vous passe encore une fois le détail de toutes ces offres, mais là, ce schéma-là vous donne des repères en fonction de qui vous êtes, en fonction de votre chiffre d'affaires, en fonction de combien de temps ça prend, des moyens qu'il faut mettre en œuvre. Vous voyez, c'est des démarches qu'il faut analyser sur 3 ans, et donc on part sur des budgets qui commencent environ à 500 € par an pour les démarches pour les structures individuelles, les indépendants, et qui sont plutôt autour de 1000 €, voire un peu plus pour des entreprises, voilà, avec des salariés, et qui peuvent aller à des montants beaucoup plus importants pour des démarches ISO. Donc ça, si vous avez des questions, je vous inviterai à nous les poser ou à revenir vers nous pour en savoir davantage. Alors, juste un slide pour terminer sur la partie de la certification ICPF et PSI quand même. Notre objectif à nous, c'est de vous apporter de la valeur. C'est une démarche qualité, donc
qui est contrôlé chaque année. Donc, je vous le disais tout à l'heure, hein, ça apporte une valeur au marché, d'être contrôlé par une structure indépendante. On vous fournit un rapport d'évaluation qui est en train d'être amélioré pour définir quels sont vos points forts et les points à améliorer dans votre organisation. On a un certificat qui est reconnu et valable aux 3 ans et demain qui prendra en compte toutes les évolutions en la matière. On vous fournit un plan de communication lorsque vous êtes certifié chez nous pour vous aider à communiquer et faire la différence, parce que c'est un élément qu'on néglige souvent. On voit juste l'aspect documentaire, mais on voit pas tout l'aspect marketing, relation client, qui est le cœur de la démarche, hein, donc il faut surtout pas le laisser de côté. Enfin, on a une plateforme qui est complètement en ligne et donc ça vous permet de gérer votre système documentaire et de gérer votre demande de certification de manière très simple et efficace. Vous rejoignez un réseau de certifiés. Je vous disais en introduction, il y en a plus de 1200. L'objectif, c'est de créer de la valeur ensemble, vous apporter des conseils, de l'activité. Et enfin, si vous avez des besoins pour être aidé dans vos démarches, vous avez les référents dont je vous ai également déjà parlé qui peuvent vous accompagner dans vos démarches. Alors, je vous propose de passer aux questions. On a pris 5 minutes de retard, mais on va les traiter en priorité avec Jonathan. Jonathan, tu as déjà identifié la première ou les deux premières qui te concernent? Tout à fait. Ouais. Alors justement, je te propose peut-être, on va essayer du coup de respecter un peu entre guillemets une alternance digitale qualité. Donc la première question sera pour toi. Celle que j'ai identifiée, quel sera l'impact de la réforme sur le financement des actions de formation utilisant du e-learning? Y a-t-il des infos sur ce sujet? Qu'entend-on exactement légalement par e-learning? Tu as des informations, je pense, sur le fait que, je crois que la ministre a dit d'ailleurs que, on allait vraiment, on va dire, desserrer un peu les contraintes à ce niveau. Oui, alors l'objectif général, alors comme à chaque réforme, hein, c'est de simplifier le système, d'ouvrir. Ce qui est sûr, c'est que la nouvelle définition de l'action de formation ouvre à plus de modalités pédagogiques et notamment le e-learning, mais c'est pas nouveau pour le coup. Hein. Mais par contre, ça va être, en tout cas, on attend une simplification du système. Alors après, ce qu'on entend derrière le terme e-learning, là, je suis pas suffisamment spécialiste pour pouvoir donner un avis tranché. Et puis surtout, ce que en entend le législateur, mais ça, éventuellement, ce sera précisé dans des décrets qui suivront la publication de la loi. Mais en tout cas, oui, ce qu'on entend, et vous l'avez vu dans l'introduction, c'est que on va beaucoup s'appuyer sur les nouveaux outils, mais comme dans d'autres secteurs, hein, c'est une évidence. Et donc, ce serait quand même un peu paradoxal que on reste sur un fonctionnement de la formation professionnelle sans intégrer ces nouvelles modalités à distance. Et c'est un secteur qui a déjà beaucoup évolué ces dernières années, hein, donc Ouais. c'est pas vraiment nouveau, on va dire. Tout à fait. Donc vous aurez la présentation également, ça a été posé par Marion, Patrick. On a Caroline qui nous dit que Pôle emploi a déjà effectivement une application pour la formation. Je pense que Caroline fait référence au système d'évaluation de Pôle emploi. Alors c'est vrai que Pôle emploi, comme d'autres d'ailleurs, a mis en place un site avec l'objectif, on va dire, d'une espèce de TripAdvisor de la formation. Alors c'est vrai, ça facilite, on va dire, le choix pour les apprenants, mais attention, ça ne remplace pas un système d'évaluation qui, on va dire, va vous engager vis-à-vis de votre client. Et c'est très différent, on va dire, si je fais l'analogie avec TripAdvisor. Demain, je veux choisir un hôtel sur TripAdvisor, sur Booking.com, sur Hotel.com, voilà, pour ne pas faire de pub uniquement à l'un. C'est bien de savoir que tel hôtel a tel critère. Par contre, généralement, l'hôtel a son propre questionnaire derrière ou a ses propres questionnaires pour aller plus loin dans l'amélioration des services qu'il va rendre à ses clients. Donc, pour moi, c'est une partie de la réponse. Et Hélène dit justement, quel outil conseillez-vous pour digitaliser le dispositif d'évaluation? Difficile d'être objectif à mon niveau. Évidemment, la plateforme MySkillCamp a en son sein tous les outils nécessaires pour faire de l'évaluation sur les différents niveaux de cœur, Patrick. Donc là, je vais être difficilement objectif et je vais dire évidemment la plateforme MySkillCamp. L'ICPF va-t-il être accrédité? Ouais, il y a une question sur Kirkpatrick, je te laisserai y répondre. Je vais juste, avant de répondre à cette question-là,
la différence référencé référençable, en effet, on est référençable sur le Datadoc et on est référencé une fois qu'on est sur un catalogue d'un financeur. C'est une distinction qui a justement été un petit peu difficile à comprendre ces derniers temps. Alors, l'ICPF et PSI va-t-il être accrédité? Donc ça, c'est accrédité par le COFRAC, hein, selon le schéma que je pense. Alors, si ce schéma se confirme, hein, bien entendu, dans la loi, la réponse est oui. Maintenant, la question, c'est qu'on attend de voir ce qui va être demandé. En fait, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est bien France Compétences qui va définir en lien avec le COFRAC ce nouveau fonctionnement, cette évolution. Et quand ça arrivera, tous les certificateurs devront répondre à cette démarche, un peu comme on l'a fait en 2016, lorsque, alors à l'époque c'était le CNEFOP, nous a demandé de répondre en fait à un dossier pour pouvoir se réputé satisfaire en fait au décret qualité. On a dû remplir un dossier et qu'on a déposé début 2016 au CNEFOP et voilà. Donc là, en gros, il va se passer à peu près la même chose. Alors, ça va être un peu plus exigeant, mais en tout cas, ça va être le même fonctionnement. Donc, va-t-il être accrédité? La réponse est oui. Après, on attend de voir quel sera le nouveau schéma pour pouvoir faire cette démarche. Je vous rappelle que on est un acteur particulier sur le marché puisqu'on est spécialisé en formation professionnelle. On ne fait que ça. Donc pour nous, c'est voilà, c'est notre activité, la formation professionnelle et le conseil. Donc s'il y a des nouvelles exigences, on les mettra en œuvre, bien entendu. Alors, un Kirkpatrick de niveau 4 est complexe, même en digital learning, non. Alors, ça reste toujours, on va dire, un peu plus complexe qu'une simple évaluation du niveau 1 avec un questionnaire d'évaluation à chaud, etc. Mais très sincèrement, en fait, non. C'est beaucoup de bon sens et c'est un process à suivre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sont cassés les dents en voulant démontrer le retour sur investissement, le ROI d'une formation. Moi-même, j'y ai cru, je l'ai fait une fois, jusqu'au bout avec un client qui m'a dit plus jamais, pour être tout à fait transparent, parce que ça coûte très cher. Il y a une alternative à ça, c'est le ROE pour retour sur les attentes. Et là vraiment, le modèle de Kirkpatrick que j'ai présenté tout à l'heure prend du coup la forme d'un process et donc d'un process à suivre. Donc c'est beaucoup plus outillé et là vraiment ça devient beaucoup plus simple de faire le lien entre les attentes des commanditaires à la base et la démonstration d'un impact sur des indicateurs de niveau 4. Et petite publicité au passage, c'est un sujet dont on va parler le 7 juin, on a une journée comme ça que l'on organise à Bruxelles. Donc, si vous n'êtes pas de Belgique, c'est l'occasion de venir visiter cette magnifique ville. Le 7 juin, il y a ma collègue qui va mettre un lien dans la zone de chat où on va parler justement des manières de rendre vos formations plus engageantes, plus efficaces et plus efficientes. Et on va montrer comment on peut justement aller faire du Kirkpatrick niveau 4. Alors, France Compétences, Vincent, ça c'est pour toi. Oui, donc en fait j'ai déjà un peu répondu tout à l'heure sur est-ce que l'ICPF et PSI Ouais. sera accrédité. En fait, pour le coup, toutes les certifications vont attendre que France Compétences définisse le nouvelle méthode, on va dire, de certification et devront s'adapter. Elles deviendront pas obsolètes si elles mettent en œuvre les nouvelles évolutions. Voilà. Par contre, le terme certification est parfois utilisé à mauvais escient. Pour le coup, la question d'après, j'enchaîne rapidement. On va Oui, se oui. laisser encore 5 minutes. Comment obtenir la certification Datadoc? Alors, il n'y a pas de certification au Datadoc, hein. Le Datadoc, c'est une inscription sur une base de données privée. Alors, par contre, il vous faut un prérequis, c'est être déclaré à la directe. Et en effet, pour être déclaré, il vous faut avoir déjà mis en œuvre une première action de formation. Mais vous n'avez pas ce système-là, il fonctionne très bien. Alors, vous pouvez appeler la directe ou appeler des consultants qui peuvent vous aider dans ce type de démarche si nécessaire. Mais au début, on a l'impression que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais en fait, c'est tout à fait faisable et assez facilement puisqu'il faut avoir, voilà, pour se déclarer un premier client. Mais il en faut pas beaucoup, il en faut qu'un seul pour pouvoir déposer votre dossier. Puis après, toute l'inscription se fait soit directement, soit grâce à une certification. Ça, c'est les deux options. Alors, si la mission des OPCA change, qui sera chargé du contrôle des OF? Bon, ça, Ah je pense que c'est là pour réponse très simple, c'est justement les organismes de certification. Pour le coup, c'est pour créer plus d'impartialité et d'indépendance dans le système. On va s'appuyer sur c'est vraiment notre métier. Hein. Notre métier, c'est de d'auditer la façon d'être organisé et de travailler des prestataires de formation. Donc, ce contrôle-là va être fait
par nous sur l'aspect qualité, il y aura sûrement toujours un aspect contrôle réglementaire qui sera sûrement toujours de la prérogative du ministère du Travail, des directs. Voilà. Alors, je reprends une question. Sylvain dit, avez-vous de la méthode pour évaluer les contenus en e-learning? Écoutez, Sylvain, la question, je pourrais prendre 3 heures pour vous y répondre. Donc, envoyez-moi un petit mail. Vous avez mon adresse à l'écran et je vous y répondrai avec plaisir. Et Pierre, non, je confirme, le RE, c'est bien du niveau 4. Je sais je vois fréquemment des articles sur Internet qui parlent du RE comme étant la retour sur les attentes et confondent cela avec le transfert des acquis. Le RE, c'est quasiment copyrighté Kirkpatrick et donc c'est un certificat Kirkpatrick qui vous dit ça. Non, non, je confirme, le RE, c'est vraiment l'impact sur les attentes au niveau des commanditaires, donc de l'organisation, et c'est bien du niveau 4. Et Caroline, je suis très heureux si la question qu'attendez-vous de cette formation a sauvé votre vie. A priori, vous avez peut-être lu mon livre et ça a dû vous être utile. J'en suis le premier satisfait. Vincent, encore 2-3 minutes peut-être. Oui, alors il y a une question sur la loi RGPD, donc c'est une question qu'on a souvent. Dans les réglementations en formation professionnelle, vous avez déjà des éléments à prendre en compte. Elle va s'implémenter à un moment donné dans le fonctionnement des organismes de formation comme dans toutes les autres structures. Une démarche qualité qui se respecte doit prendre en compte toute la réglementation en vigueur, et vous avez d'ores et déjà aujourd'hui des obligations en matière d'accueil de certains publics, de respect des libertés informatiques aussi. Voilà, donc tout ça, finalement, ça va s'insérer dans une démarche qualité. Il n'y a pas de raison que ce soit différent. Donc voilà. Et je sais pas, il y avait une question pour toi, je crois. Quelle tendance pour les petits organismes concernant le digital? En fait, les petits organismes s'y mettent, c'est-à-dire que, actuellement, j'ai eu beaucoup de sollicitations par notamment des consultants formateurs indépendants. Je disais tout à l'heure, qui finalement sont logés à la même enseigne que entre guillemets, les gros organismes de formation, parce que les clients ont les mêmes demandes. Et donc, l'avantage, c'est que ça ne coûte pas les yeux de la tête aujourd'hui, parce que on va dire, s'équiper d'une plateforme, par exemple LMS, est normalement proportionnel à votre activité de formation. Donc, toute chose égale par ailleurs, ça vous coûtera la même chose ramené au nombre d'apprenants dont vous occupez chaque année qu'un organisme de formation qui a 250 000 apprenants annuels. Donc, on a le même phénomène. On doit s'aligner tant sur le sujet du digital que sur le sujet de la qualité. Ça me fait une bonne transition. Il y a une personne qui demande est-ce que c'est obligatoire. Non, l'obligation est dans aujourd'hui, hein, si on est en 2018 au 15 mai, l'obligation n'est pas encore effective. Elle est annoncée dans le projet de loi 2018. Aujourd'hui, c'est juste une alternative. Ceux qui ont fait la démarche de certification qualité, ils ont pris de l'avance et puis surtout, ils n'ont pas eu à gérer toutes les démarches type Datadoc, etc. Et puis, ils sont engagés dans une démarche vis-à-vis de leurs clients, voilà, on va dire, ils sont en avance, on va dire, sur la partie réglementaire, mais ils ont surtout pris le pari de s'engager sur le volet de la qualité au niveau commercial et marketing. Voilà. Par contre, oui, si vous le faites maintenant, vous anticipez et vous aurez traité quelque chose que tous les acteurs devront faire à un moment donné en 2019 ou en 2020 qui voudront se mettre en conformité. Donc, c'est une façon de prendre de l'avance, comme Jonathan l'évoquait tout à l'heure. Tout à fait. Et pour être passé par la certification ICPF et PSI, je peux vous assurer que ça structure vraiment la pensée quelque part. Donc c'est vraiment un travail, ça n'est pas c'est pas un travail administratif, c'est vraiment un travail de réflexion aussi sur là où on souhaite aller, voir un peu quel est on va dire le chemin parcouru et ça demande du travail mine de rien, ne serait-ce qu'un travail de réflexion. Donc le plus tôt sera le mieux, je pense. Parfait. Écoute, je pense qu'on va arrêter pour maintenir la pause déjeuner de tous les participants. Il y a encore quelques questions qui ont été posées qu'on pourra traiter en direct et en bilatéral. Est-ce que tu veux ajouter un petit quelque chose, Jonathan? Écoute, oui, donc effectivement, vous allez recevoir, donc on vous enverra notamment le lien vers le replay donc de ce webinaire qui sera consultable
sur YouTube. Vous avez nos coordonnées donc à l'écran et on vous les redonnera. Donc si vous avez la moindre question, donc on répondra à vos différentes questions et si vous avez besoin de précision sur d'autres éléments, n'hésitez pas à nous contacter. Hein. On vous répondra avec plaisir. Et puis je pense que c'était un beau succès. On a eu beaucoup de participants, donc ça montre en tout cas qu'il y a l'intérêt pour ces deux sujets et que le monde de la formation bouge. Donc merci encore. Oui, merci à tous et on a prévu d'organiser à la fois ensemble mais sûrement aussi de manière indépendante plusieurs autres webinaires. Donc bah, si vous voulez nous rejoindre à ces différentes occasions, ce sera avec plaisir et surtout bah, bonne continuation, bonne prise en compte de ces évolutions à tous et je vous remercie. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.